Alors, ce que je vous propose, donc, pour les gens qui se joignent à nous sur Zoom et pour l'assistance ici présente, je salue notre directrice de département, Guylaine Martel, qui se joint à nous. On va visionner à l'instant, donc, cette vidéo qui a été préparée par 3 étudiants en journalisme du premier cycle, Victoria Baril, Catherine Damour et Pierre-Marie Nicolas, qui ne peuvent pas être avec nous parce qu'ils sont soit au travail ou en voyage. La session est terminée pour les étudiants, donc ils ont levé leur... ils ont déployé leurs ailes et ils sont partis ailleurs, mais ils ont pu faire connaissance un peu plus avec le centre d'études en faisant ce travail-là. Donc, on l'écoute à l'instant. Le Centre d'études sur les médias est une véritable mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent au monde médiatique. Ses recherches sont nombreuses et variées, mais son travail ne s'arrête pas là. En vérité, la mission que s'est donnée Florian Sauvageau il y a 30 ans en fondant le CEM, c'est de rassembler, de favoriser une collaboration entre les entreprises de communication et les milieux gouvernementaux et universitaires. 2 hommes ont su tenir le CEM à bout de bras et lui ont permis de perdurer pendant toutes ces années. Florian Sauvageau et Daniel Giroux ont assuré une pérennité à ce centre de recherche par leur travail acharné. La mission, c'est de regrouper autour d'enjeux communs et concrets le plus possible, sans nier l'importance de la recherche plus fondamentale. La recherche fondamentale, des gens continuent à en faire, c'est très bien, j'ai rien contre ça, au contraire, c'est important. Regrouper autour d'enjeux plus concrets, l'aide de l'État, des professeurs qui vont travailler sur la recherche et des gens du monde de l'industrie, du monde du journalisme qui vont discuter avec les professeurs des problèmes les plus importants sur lesquels on devrait travailler. Compléter ce qui se fait dans la recherche universitaire plus fondamentale par des recherches appliquées sur des problèmes concrets, des préoccupations très concrètes. Et en le faisant à partir d'un schéma qui est différent de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire d'avoir une intégration le plus possible, bien sûr de chercheurs universitaires, mais aussi de gens qui viennent du milieu privé et un peu du milieu gouvernemental. Depuis ses débuts en 1992, le Centre d'études sur les médias n'a cessé d'évoluer et des générations de chercheurs se sont succédés pour réaliser des travaux de recherche appliqués sur les médias et le journalisme. Petit retour en arrière au temps de la naissance du CEM. Le Centre d'études sur les médias, il n'est pas né à l'Université Laval. Il est né à l'Institut québécois de recherche sur la culture, où il a été pendant les 2 premières années, en 1992. Ensuite, on est venu à l'université parce que l'Institut allait être abandonné. M. Dumont était décédé et l'Institut allait être abandonné par l'État. Alors, l'université nous a accueillis. C'est à ce moment-là qu'on a accueilli Daniel Giroux, qui nous a été prêté par le gouvernement, qui nous subventionnait dès le départ, grâce au sous-ministre Jacques Pigeon. Politique publique, concentration des médias et plus récemment, désinformation, les enjeux dont il est question dans leurs recherches sont majeurs. Dès sa fondation, le CEM se veut un moyen de rassembler les médias, les chercheurs et les étudiants autour des problèmes de l'époque. Il vise aussi à produire des données et à éclairer la réflexion sur ces questions. À l'époque, un des problèmes dont on discutait le plus, c'était la concentration des médias, le fait qu'il y a un regroupement et que les médias appartiennent à un nombre restreint de groupes. Alors, on a fait beaucoup de travaux autour de ça. Toutes les sociétés d'État. Considéré par plusieurs comme une sommité dans le monde des médias, Florian Sauvageau a plusieurs cordes à son arc. Il possède notamment une formation en droit ainsi que de l'expérience en journalisme, en recherche et en enseignement. Florian Sauvageau a commencé sa carrière à la radio après avoir complété ses études. Par la suite, il a travaillé pour Le Soleil en tant que directeur de l'information avant de devenir directeur de la rédaction en 1971. Dans sa carrière de journaliste, il a aussi animé des émissions de radio et de télévision à Radio-Canada. En 1985, Florian Sauvageau a coprésidé un groupe d'études sur la radiodiffusion dont les travaux ont mené à la révision de la loi canadienne sur la radiodiffusion en 1991. Les membres du comité se sont rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches
recherche appliquée sur les médias et le journalisme. C'est ce qui a conduit Florian Sauvageau à créer le CEM en 1992. Devenu professeur à l'Université Laval, il a réalisé de nombreux travaux de recherche sur les médias avant de créer le CEM. Son éthique de travail et son dynamisme sont des qualités qui ont été remarquées par tous ses collègues au fil de sa carrière. Encore aujourd'hui, le professeur émérite Florian Sauvageau continue d'y collaborer. Certainement, pour moi, je le trouve extrêmement moderne et actuel dans ses préoccupations. Même aujourd'hui, il continue à faire des études, il s'intéresse à ce que font les étudiants en journalisme, à ce qui les intéresse dans l'actualité, parce qu'il est toujours curieux de... C'est ça, c'est quelqu'un qui est fondamentalement curieux du monde de l'information et qui peut avoir certaines craintes, certaines inquiétudes, mais qui n'est pas du tout dans le jugement. Et ça, j'apprécie beaucoup ça. Monsieur Sauvageau, c'est quelqu'un qui est curieux, qui a une curiosité insatiable, là, qui est toujours intéressé à en connaître plus. Fait que c'est très stimulant parce que quand j'arrivais, je pense que les autres, c'est la même chose aussi, qu'on lui présentait un texte, bon, ben, il y avait toujours des questions pour aller plus loin ou regarder ça sous un autre angle. Ce qui a fait un peu la stabilité du centre d'études, c'est Florian Sauvageau. Je pense que ça n'aurait jamais existé sans ce personnage connu qui a fait une longue carrière en radio, en télévision, dans la presse écrite, et donc qui a des entrées un peu partout, qui a une très bonne réputation, qui est connu par le milieu des journalistes, par les gens qui gèrent des médias aussi. Alors, ça nous a permis d'avoir un conseil d'administration aussi de gens très, 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 très intéressants et qui étaient en mesure de nous dire ce qu'ils sentaient dans le milieu comme étant des besoins de recherche. Daniel Giroux a été prêté par le gouvernement du Québec pour travailler au CEM en 1994 en tant que secrétaire général. Il y a assumé une panoplie de tâches administratives et de recherche. Après avoir complété des études en journalisme, il a travaillé en radio avant de se diriger vers la fonction publique. À la suite de quelques années de syndicalisme, il se joint au CEM dans son domaine initial, les médias et le journalisme. Souvent qualifié comme travailleur de l'ombre par ses collègues, son travail au sein du CEM a été essentiel au succès du centre. Il ne quittera jamais le centre, y restant même après sa retraite de la fonction publique. Quand Daniel est arrivé, le rôle de Daniel Giroux, le rôle de Daniel qui était très, très important, c'est que moi, j'étais débordé à l'époque. Je faisais ça, le centre d'études, mais je faisais 100 autre chose dans la vie. Et on avait besoin de quelqu'un pour coordonner les activités. Et c'est le rôle que Daniel a joué au départ. Son titre, c'était le secrétaire général, mais ensuite, il s'est de plus en plus intéressé à la recherche. Et une des choses que je considère importantes que le Centre fait maintenant, ce sont les travaux de Daniel, la collecte de données, puis la mise à jour constante de données sur toutes sortes de sujets. Quand je suis arrivée, Daniel était déjà en fin de carrière et j'ai réussi à le convaincre à rester avec nous encore quelques années. C'était vraiment un grand besoin là, pour moi d'avoir son expertise, son appui. Et puis encore aujourd'hui, on réfléchit à une transition pour la transmission de cette expertise-là parce que il va nous quitter, il continue à faire des mandats pour nous, mais à un moment donné, il ne pourra pas en faire éternellement. Et puis c'est une grande richesse, là, cette connaissance de l'industrie, cette connaissance des enjeux. Et ce recul, je dirais, par rapport aux tendances du moment ou à des choses qui suscitent beaucoup d'attention et de visibilité dans les médias, mais qui n'ont peut-être pas de poids là, sur le plan des données qu'on a, des vraies données qu'on a. Donc, Daniel nous ramenait toujours à la réalité sur ces choses-là en disant, oui, mais regardez les grandes tendances. Les médias traditionnels ont encore leur importance, ce genre de choses. Il y a comme un avant Daniel et après l'arrivée de Daniel, parce que Daniel, avec son efficacité, lui aussi, c'est un grand travailleur, fait qu'il a aidé beaucoup à ce que, justement, les bases du centre soient de plus en plus solides, autant dans la gestion, dans les subventions, s'assurer d'avoir l'argent pour pouvoir réaliser les différents projets. Daniel, c'est quelqu'un aussi qui a une grande rigueur, il a un esprit critique, une très grande gentillesse aussi, fait que
c'était une équipe vraiment... ils se complétaient tous les deux. Monsieur Giroux, c'est quelqu'un avec qui c'est très facile de travailler. Même quand j'étais étudiant et que j'étais, enfin qu'on était plusieurs amis, personnes qui se retrouvaient à devenir des amis, qui travaillaient dans les locaux du SEM. Pour lui, l'important, c'était que le travail se fasse. On n'avait pas l'impression je veux dire, c'est un milieu collaboratif, c'est un milieu joyeux. C'était pas une... C'était une figure d'autorité, certes, mais c'était pas la personne qui entre dans la salle. Là, tout le monde a un peu peur, ça s'agit, on parle bas parce qu'on a peur de... Donc, ça a toujours été quelqu'un avec qui c'était facile de créer une atmosphère de travail agréable. C'est Colette Brun, également professeure au département d'information et de communication, qui a pris la relève de Florian Sauvageau en tant que directrice du Centre d'études sur les médias. Elle souhaite assurer la pérennité du centre et lui permettre de continuer son travail, tout en s'adaptant à ce milieu qui se transforme, notamment avec l'avènement du numérique. Pour Colette Brun, c'est important de continuer à faire de la recherche sur l'information, qu'elle considère comme la matière première de notre démocratie. Bien, je pense que l'aspiration que Florian avait quand il m'a approché et la mienne aussi pour la suite, c'est d'assurer d'abord la pérennité du centre, d'assurer que le centre continue à exister, continue à faire le travail qu'il a toujours fait, mais toujours en s'adaptant à un environnement qui se transforme, ce qui n'est pas simple, hein, parce que l'environnement numérique, c'est un environnement extrêmement compliqué. Il y a tellement de petits raccoins et de complexité technique, des nouvelles applications qui émergent toutes les semaines, on dirait. Et déjà, avec la concentration de la télévision, on trouvait que ça bougeait rapidement, mais là, on est dans un environnement qui est en constante transformation. Voilà, alors c'est le résultat. Ça ne vous gêne pas trop de vous voir comme ça? Oui. Oui, hein? Bon, ben on va vous laisser le dernier mot quand même, parce qu'on vous a demandé quand même d'intervenir un peu de faire un peu un retour, mais bon, ce ne sera pas un retour trop historique, si je comprends bien. Là, vous allez plus nous parler d'avenir. Alors, est-ce que vous étiez entendu sur un ordre ou est-ce que vous préférez que... Oui, c'est Florian qui parle en premier. Oui. À tout seigneur, tout honneur. Moi, je continue dans l'ombre. Daniel dit des choses sérieuses, très précises. D'accord. Et moi, je dis des généralités. Alors... Donc, on va y aller en entonnoir. D'accord. Merci. Et comme je vous avais déjà dit, quand vous avez préparé avec Simon Thibault et Paul, ma conjointe, un événement pour mes 75 ans, après avoir vu ça, il faut téléphoner à Rome tout de suite pour que Daniel et moi, on soit canonisés. Alors, encore, je le dis, c'est excessif parce que si on l'a fait, le centre d'études, c'est avec beaucoup de monde. C'est parce que les gens du ministère ont cru à ce projet-là. D'abord, le centre d'études, je ne veux pas faire d'histoire, mais brièvement, le vrai père du centre d'études, ou le grand-père, si vous voulez, c'est Fernand Dumont. Parce qu'avant le centre d'études, Fernand Dumont m'avait demandé de diriger à l'Institut québécois de recherche sur la culture un chantier sur les médias. Et le centre d'études a été créé à partir de ça. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et ensuite, le ministère, on avait fait un rapport pour le recteur de l'Université Laval où on proposait la création d'un centre d'études. Ça n'a pas marché tout de suite à Laval. Le sous-ministre de l'époque trouvait que c'était une excellente idée. Donc, le gouvernement a joué un grand rôle là-dedans. Les ministres successifs aussi ont tous appuyé, toutes, parce que c'était pour la plupart, dans la plupart des cas, des femmes. Lisa Foula, Louise Baudouin, Lynn Beauchamp, et ensuite, je pense que déjà vous étiez là à l'époque, Madame David, qui comprenait tellement bien ce qu'on faisait, là,
m'avait impressionné quand on l'avait rencontré parce qu'il connaissait nos dossiers. Ensuite, les gens du conseil d'administration, il y en a eu énormément. Puis maintenant, Bernard qui a accepté de présider le conseil d'administration. S'il n'y avait pas eu tout ce monde-là, c'est sûr que Daniel et moi, on était là sur une base régulière, mais si les autres n'avaient pas été là pour nous aider, il n'y en aurait pas de centre d'études. Alors, bon. Alors, pour une fois, je me suis préparé un peu, là. La recherche et les médias après 30 ans, j'avais envie de sous-titrer ça d'un passé révolu à un avenir incertain. Florian, vous avez toujours le tour pour les titres, c'est excellent. Oui, j'ai fait du journalisme, alors, mais je n'étais pas bon dans les titres. Je pense qu'il faut comparer le contexte lors de la création du centre au contexte actuel. On est dans deux mondes complètement différents. Le centre aussi, c'est un peu dans la suite de ce qu'on a appelé pompeusement le rapport Kaplan-Sauvageau sur la radiodiffusion. Et une des choses qu'on avait dû faire, notre directeur de la recherche est là, Pierre, c'est de commander de très nombreuses études parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un déficit d'études pouvant aider à élaborer des politiques publiques. Et il y avait des études sur les médias, beaucoup. L'UQAM avait déjà commencé avec Serge Proulx, Gaëtan Tremblay, Lacroix. Et il y en avait ici à Laval, parfois d'ailleurs en dehors du département de l'information et de communication, dans d'autres facultés. L'idée aussi, c'était de fédérer tout ce monde-là pour les faire travailler ensemble. Mais sur les politiques publiques, il y avait nettement un déficit. Alors, au début, on voulait axer sur les déficits publics. Quand je dis que c'était deux mondes différents, je suis même retourné hier lire un extrait du rapport Kaplan-Sauvageau où on rappelle ce que faisait à l'époque le visionnaire qui était André Chagnon. On était encore dans un monde de rareté de médias et de rareté d'informations à l'époque. Ça ne fait pas si longtemps, ça fait 35 ans. Et on commençait à peine à vivre l'abondance. Il y avait les canaux spécialisés, ça n'existait pas. Et dans les travaux qu'on a faits au groupe de travail, avec Kaplan et Pierre et bien d'autres, on disait que c'est dans notre rapport. Aujourd'hui, on lit ça, ça fait rire quasiment, parce qu'on dit qu'il faut être très prudent dans la création de quelques canaux spécialisés. Hein. On s'inquiète, est-ce qu'on va créer un réseau d'information? Est-ce qu'elle va déséquilibrer le système? Parce que le système de radiodiffusion, c'est un château de cartes. Si vous déplacez une carte, tout risque de s'effondrer. Alors, des canaux spécialisés aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a, des dizaines. Et en plus, quand on ajoute l'Internet et tous les médias sur Internet, alors imaginez en 30 ans comment le monde a changé. Là. Il y avait Radio-Canada, TVA, et il n'y avait même pas de troisième chaîne. La troisième chaîne est venue après. Et quand je dis que c'était un visionnaire Chagnon, déjà dans les années 70, il avait imaginé, avec son complice, parfois je pense que le vrai visionnaire, c'était Pierre Patry. Il était quelqu'un qui a travaillé à l'ONF, a travaillé à l'Université du Québec, au siège social à l'Université du Québec. Ils avaient imaginé la télé sur demande. Vous téléphoniez, vous demandiez un documentaire. Ils avaient 5000 films ou documentaires, ou à peu près, là. Et ils avaient 8 canaux pour distribuer ça. Ça se faisait au téléphone et on vous disait ça va passer sur tel canal. Et en plus, ils avaient inventé une télé des jeunes. Alors là, il fallait
oublié ses efforts pour le Québec, parce qu'aussi le travail qu'on faisait, c'était différent pour le Québec et le Canada anglais, et remplacer tout ça par des vraies entreprises professionnelles. Alors, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Comme dit un de mes amis français, les réseaux asociaux. Mais tout ça, c'est très récent. Je regardais les dates de fondation. Facebook, oui, je me suis préparé sérieusement. Facebook 2004, Twitter 2006, et là, TikTok 2016. Et depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi tout à coup, là, TikTok devient quelque chose de très, très important pour les Américains. Les Américains, il y avait dans le New York Times de lundi un excellent texte de Ezra Klein, qui est un analyste américain de grande qualité, sur TikTok, où il s'inquiétait de l'absence de gouvernance des réseaux sociaux, nommément de TikTok, parce que TikTok, les Américains ont découvert, Trump, d'ailleurs, il rend quasiment éloge à Donald Trump dans son texte, Ezra Klein. Trump, c'est propriété chinoise. Et là, on se rend compte que les Chinois interviennent peut-être ou pourraient intervenir bien davantage dans les contenus de TikTok. Le Guardian a baptisé la guerre en Ukraine de TikTok War. Je raconte ça, ça a l'air loin du centre d'études, mais pour moi, quand j'étais au centre d'études, c'était le genre de choses qui m'intéressait et que j'essayais d'organiser pour en faire des projets de recherche. Alors, il est possible actuellement qu'il y ait autour de TikTok une réflexion importante. La TikTok War en Ukraine, parce que TikTok, on a pensé que c'était des trucs de danse, c'était ça. Mais là, TikTok, c'est beaucoup utilisé pour les nouvelles aussi. Et au Québec et au Canada, on peut parler de progrès remarquables de TikTok chez les jeunes dans le monde de l'information. Alors, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est qu'il y a 30 ans, une autre des grandes préoccupations, c'était, et on n'en parle plus de ça maintenant, il y a des dossiers qui n'ont jamais été réglés, sur lesquels on a beaucoup travaillé, mais dont on ne parle plus. Une préoccupation, c'était l'influence culturelle américaine. Pas seulement il y a 30 ans, l'influence culturelle américaine, on en parle au Canada depuis les années 20. Là, maintenant, il faudrait passer. Ici, maintenant, on est complètement américanisé. Je suis allé hier, pour la deuxième fois de ma vie, chez Walmart. Je suis sorti de là en pensant que je venais de sortir d'un magasin à Nashville, Tennessee. Hein? C'est pareil, c'est un exemple parfait d'américanisation, à mon humble avis. Ce magasin-là, c'est ce par quoi les Québécois étaient fascinés il y a 40 ans quand ils allaient aux États-Unis en vacances. Le genre de commerce comme ça. Bon, fermons la parenthèse. Et c'est tout à fait intéressant que maintenant les Américains s'inquiètent tout à coup de l'influence chinoise comme nous, on s'inquiétait, pas comme, de façon semblable à l'inquiétude que nous avions vis-à-vis de l'influence américaine il y a X années. Un autre, je passe rapidement à un autre sujet, c'est la concentration. Là. Quelqu'un l'a dit quelque part, on a beaucoup travaillé sur la concentration. Tout le monde était inquiet. Le terme est faible, c'est un euphémisme au sujet de la concentration. Aujourd'hui, on a pire qu'on n'avait jamais imaginé. Moi, dans mes plus grandes angoisses au sujet de la concentration, je ne pensais pas avoir une entreprise ressemblant à Québecor avec une telle domination dans le monde, pas seulement de l'information, mais dans le monde culturel, et avec une telle importance dans le monde de l'information. Et personne n'en parle. Ça ne dérange plus personne. Alors,
les époques ont chacune leurs angoisses. Le monde change, mais je me dépêche. Mais je ne veux pas qu'on exagère parce que le monde change lentement. Et Daniel, qui est un homme sérieux, a retrouvé dans ses archives, je me rappelais vaguement qu'on avait fait un projet de recherche en 2005, parce que j'ai passé un mois à Paris en 2005, et pendant ce mois, un projet de recherche avait germé dans mon esprit. Et Daniel a retrouvé notre projet de recherche 2006-2007. Je vais vous lire 2 paragraphes pour vous montrer que le monde ne change pas beaucoup. On pourrait réécrire ça aujourd'hui avec quelques petites variantes et puis soumettre ça au ministère de la Culture, comme nous, on avait soumis en 2006, et puis c'est encore bon. Les médias sont entrés dans une zone de turbulence. Les intérêts et les habitudes de consommation du public changent. Les supports de diffusion se multiplient. De nouveaux opérateurs apparaissent. Les consommateurs deviennent eux-mêmes producteurs. Bref, l'avenir est teinté d'incertitude. Je peux présenter ça maintenant, c'est parfait. 2006. Les réponses aux multiples questions que pose le bouleversement en cours restent embryonnaires. Le directeur général de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, Glenn O'Farrell, a campé les enjeux de la manière suivante lors d'une allocution à Winnipeg au début de novembre. C'est en anglais, je ne sais pas si je peux le dire en anglais. La loi 96 n'est pas votée, je peux encore sans doute. On mettra des sous-titres pour la diffusion. The road ahead will require both an entrepreneurial and a regulatory response. New business models will require strong policies to support them. Alors, à partir de ça, c'est le préambule qu'on élaborait. On élaborait beaucoup à partir des journaux que j'avais lus à Paris. Parce qu'une chose que je pense importante, c'est que la recherche, elle doit être ancrée dans la réalité. Une des choses qui m'avait beaucoup frappé dans la vie, on avait invité un jour un chercheur américain important à l'époque, Herbert Schiller, à venir faire une conférence à Laval. Mes collègues chercheurs étaient tous scandalisés parce qu'il n'y avait aucune référence à une étude universitaire dans l'allocution de Schiller. Il n'y avait que des références au Wall Street Journal. Voilà un chercheur qui vivait la réalité. Et c'est qu'à Paris, en lisant les journaux, je n'avais rien à faire, j'étais là pour un mois. J'avais beaucoup à faire, mais j'avais le temps de lire les journaux. À Cannes, il y avait le marché annuel de l'audiovisuel et on y parlait de tous les changements en cours. Alors, tous les journaux reprenaient ça, puis je trouvais qu'il y avait là matière à réflexion très, très importante. Alors, la recherche, d'abord, les choses ne changent pas trop, parce que ce qu'on proposait, d'étudier la régulation des médias dans le contexte de la numérisation, les aspects sociaux liés à l'adoption de nouvelles technologies par les usagers, ça ressemble beaucoup à vos préoccupations actuelles et à vos axes de recherche. Ce n'est pas une critique, c'est un constat que les choses changent, mais tranquillement. Il y a des grandes tendances, puis il faut essayer de déceler les grandes tendances. C'est ce que Bertrand de Jouvenel appelait la prospective, voir dans le présent les choses qui comptent et les choses qui sont importantes. Alors, choisir d'autres. J'avais un exemple sur les grandes tendances ou les choses qu'on devrait étudier avant qu'elles ne se produisent. On parle depuis des années, les conservateurs parlent depuis des années de la fermeture de Radio-Canada. Ils ont nuancé ensuite en disant on va fermer le réseau anglais, mais on ne fermera pas le réseau français. Et si M. Poilievre ne devient jamais premier ministre,
bon, Pierre va peut-être contester en disant que le service public, on ne peut pas le fermer, mais Poilièvre, je pense, va faire des ravages dans Radio-Canada. Mais lui aussi, il va sans doute dire on va retenir le réseau français. Mais la question de recherche, c'est comment pourrait fonctionner le réseau français de Radio-Canada sans le réseau anglais de Radio-Canada. Au Québec, il n'y a pas de problème. Mais ailleurs au pays, vous savez bien, Colette, sans la coopération entre le réseau français et le réseau anglais, ça ne marche pas, sauf dans les maritimes. Moncton sont assez autonomes. Mais à moins que ça ait beaucoup changé depuis l'époque où je connaissais ça un peu mieux, Radio-Canada est partout ce qu'on appelle dans le jargon de l'entreprise un invité. C'est-à-dire tous les services techniques sont offerts par la CBC dans la plupart des lieux, et en particulier dans l'Ouest. Peut-être pas à Winnipeg, parce qu'il y a une tradition culturelle, historique non, il y a une équipe technique francophone. De la présence de Radio-Canada à Winnipeg, c'est un peu différent. Mais à Toronto, Radio-Canada, c'est un invité, puis à Regina, Edmonton et Vancouver. Ça pourrait marcher, mais avec des budgets accrus de façon extrêmement importante. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir à ce que devrait devenir Radio-Canada? Après Kaplan-Sauvageau, en 1986, je ne sais pas dans combien d'interviews j'ai dit dans le futur, je ne sais pas demain, là, il n'y aura plus de réseau de télévision, il y aura des émissions de télévision. Ben, ça prend, comme dit un scientifique américain qui a beaucoup conseillé les présidents, là, et dont on dit que c'est un peu un fondateur sans savoir ce qui allait arriver de l'Internet, s'appelle Vannevar Bush. On surestime toujours l'influence à court terme de la technologie et on sous-estime son impact à long terme. Alors, de la recherche technique qu'on avait faite à notre groupe, là, moi, il me semblait que la voie du futur, c'est les émissions de télévision. Alors, je disais ça allègrement dans les conférences. Là. Dans X temps, il n'y aura plus de réseau de télévision, il y aura des émissions de télévision. Aujourd'hui, ça approche. Là. Le monde regarde des émissions de télévision et de moins en moins de gens regardent des réseaux. Regardez plus TVA comme vos grands-parents regardaient TVA. Branchez sur TVA et regardez ça du matin au soir. Là, maintenant, vous choisissez vos émissions, vous écoutez Netflix, Tout TV ou je ne sais pas quoi. Est-ce que Radio-Canada ne devrait pas devenir un producteur d'émissions de télévision? Jean-Paul Lallier disait Radio-Canada devrait commencer ses émissions à 4 heures l'après-midi. On ferait de meilleures émissions parce qu'on aurait des meilleurs budgets pour les émissions du soir, puis le matin, on n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il faudrait réfléchir dans le contexte, avant que ça arrive, pas après, dans le contexte de ce que les conservateurs vont peut-être faire, il faudrait réfléchir à l'avenir de Radio-Canada. Bon, ben, j'ai encore des choses à dire, mais je vais arrêter là. Je pense une chose aussi que je pense, dernière chose dont je parle, que je pense très importante, c'est de la recherche comparative. Dans tout le débat là, sur Facebook, Google et compagnie, ce serait intéressant de faire de la recherche avec des chercheurs australiens pour voir au-delà. Il y a des articles dans la presse sur ce que les problèmes que l'Australie a rencontrés parce que Facebook et compagnie ne voulaient pas coopérer, mais concrètement, ça serait bien de regarder avec des chercheurs australiens ce qui s'est passé. Et nous, je ne veux pas dire qu'on était bons, là, mais une des choses qu'on faisait beaucoup, c'était des travaux avec des étrangers. On a développé beaucoup de liens avec des chercheurs étrangers qui sont devenus, dans certains cas, des amis. Ensuite, ce que j'ai appris en faisant ça, c'est qu'il y avait une parenté entre
non seulement la recherche, là, mais aussi le journalisme et les sciences sociales, et que le journalisme devrait utiliser beaucoup plus les méthodes des sciences sociales. C'est intéressant de rappeler que un des pionniers de la sociologie américaine, qui s'appelle Robert Park, c'est un ancien journaliste. Il faut lire le livre de Mme Moulman avec la préface de Plenel, le sociologue et le journaliste, pour voir à quel point il devrait y avoir davantage de relations. Alors, j'ai trop parlé, je parle toujours trop longtemps, je m'en excuse. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Alors, vous avez compris dans la vidéo que celui qui n'a pas la voix de la radio et de la télé, c'est moi, Florian, il a une voix qui porte. Alors donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de proposer 3 pistes de recherche sur des questions qui me semblent importantes et qui sont ancrées, Florian le souligner, qui sont ancrées dans la réalité d'aujourd'hui. J'ai terminé il y a quelques semaines la dernière édition, quant à moi, de ce qui s'appelle l'État de l'information au Québec, État des lieux. Ça va sortir très, très bientôt, là. Et il y a un certain nombre de choses qui ressortent de ça. J'en ai retenu quelques-unes qui pourraient conduire à des avenues de recherche. D'abord, vous savez, les journaux au Canada, au Québec en particulier, ont vécu des moments très, très difficiles. Au Québec, depuis quelques années, ils n'étaient pas rentables, globalement. Je ne parle pas de chacun d'entre eux, mais globalement. Or, en 2020, c'est la dernière année pour laquelle on a des chiffres, ils sont redevenus rentables, avec même une marge bénéficiaire d'un peu plus de 11 %. Une marge bénéficiaire de 11 %, bien que les revenus publicitaires et les revenus de diffusion aussi, qu'on oublie toujours, dont l'importance, puisque les revenus publicitaires continuent de baisser, les revenus de diffusion devraient, espère-t-on, les remplacer, mais les revenus de diffusion ont aussi baissé. Heureusement donc qu'il y a eu, je pense, les crédits d'impôt des 2 paliers de gouvernement qui prennent à leur charge une partie du salaire des gens qui travaillent dans les rédactions des journaux. Ce soutien financier peut équivaloir à 60 % du salaire d'une personne qui travaille en rédaction, jusqu'à 40 000 $ par personne. À l'échelle du Canada, le fédéral évalue sa dépense fiscale, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, à 90 millions, ce qui donnerait pour le Québec, on est à peu près 20 % du marché, ce qui donnerait pour le Québec 18 millions. Et le gouvernement du Québec, lui, l'évalue à 30 millions. Donc, au total, 48 millions. Ça correspond en gros à 15 % des revenus d'exploitation et à peu près à 20 % des recettes provenant de la publicité et de la diffusion. Donc, c'est très, très important. Personne ne va nier ça, mais quel effet cette aide gouvernementale a-t-elle eu sur le produit qui est offert par les journaux? Est-ce que les nouvelles préparées par chacune des salles de rédaction, c'est maintenu? C'est possible que ce soit tout simplement maintenu parce qu'on est en déficit. Est-ce que peut-être, malgré tout, malgré l'aide, ça a diminué? Ou alors, heureusement, ça a augmenté? Les textes sont-ils plus courts qu'avant ou plus longs? Est-ce qu'on fait plus de recherche, donc on va plus dans l'analyse? Est-ce que dans le type d'information qu'on publie, on fait plus de place à l'international? Il y a des crises internationales qui justifient ça, évidemment, mais à la politique nationale, provinciale ou aux sujets locaux. Est-ce qu'au niveau des sujets qu'on couvre, si on en couvre davantage, est-ce que c'est plus des faits divers ou alors des sujets qui sont plus importants pour le débat public, comme la politique municipale, la santé, l'éducation, la culture? Alors, il me semble aussi que ces questions-là méritent une évaluation. Tantôt, ces mesures gouvernementales pourraient être mises en question. Ils ont toujours maintenant une durée de vie prévue à l'avance. Alors, pour devancer un peu ce qui s'en vient, peut-être qu'on pourrait mesurer l'avant,
2019, avant que les mesures entrent en vigueur, et les contenus de maintenant ou de 2023. Autre élément aussi qui fera partie, j'espère, de l'évaluation de cette politique, c'est comment, au Québec, avec ce soutien assez important, on se compare à d'autres. Florian, tantôt, parlait d'analyse comparative. Bien, c'en est une. C'est un sujet qui pourrait être fort intéressant. Je suis allé voir en 2018 quelles étaient les mesures qui existaient dans d'autres pays, mais à l'air d'une recherche documentaire. C'était très descriptif. Quelle est la mesure, à qui ça s'applique et quelles étaient les sommes qui étaient en cause. Mais comprendre l'effet sera encore plus important, me semble-t-il. Est-ce que les aides ont continué de croître? Est-ce que les médias eux-mêmes ont pu améliorer leur contenu ou se sont-ils tout simplement maintenus? Est-ce qu'il y a eu quand même des faillites, etc., etc.? Et c'est ici, je pense, que la collaboration de chercheurs étrangers pourrait être très utile, des connaissances que nous, on n'a pas, sur la micro-société de l'information de ces pays-là. Et je suggère de prendre des pays aussi dont la taille est un peu comparable au Québec parce que, quelqu'un le disait ce matin, on est une petite communauté de 8 millions. On n'a pas les ressources de Toronto. On ne les aura jamais. Alors, il faut comparer avec un peu des comparables, sans peut-être oublier de grands pays, ça, on peut toujours le faire, mais des pays qui ressemblent un petit peu aux nôtres en termes de population. Deuxième sujet qui me semble aussi ancré dans l'actualité, on parle d'accroître les seuils d'immigration, la loi sur les cégeps, l'enseignement. Enfin, on se questionne beaucoup sur les cégeps anglophones. On n'a pas de regard sur la consommation médiatique des gens qui arrivent ici, des immigrants. La dernière analyse que j'ai trouvée remonte à 2014 et sans doute que ça a changé. C'était dans les pratiques, l'enquête sur les pratiques culturelles du Québec qui était faite par le ministère de la Culture et des Communications, mais il n'y a pas eu de nouvelle édition et je ne pense pas qu'il y en ait d'autres recherches. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait dans cette dernière édition qui date déjà de 8 ans? On a des données sur ce que les gens consommaient comme médias chez ceux dont la langue le plus souvent parlée à la maison n'était ni le français ni l'anglais, donc ils se tournaient vers leur langue première, qui était autre. En télévision, 41% des gens qui ne parlent ni le français ni l'anglais à la maison écoutaient surtout la télévision en anglais. 41% versus 30% qui l'écoutaient surtout en français. Donc, un déficit important au profit de des chaînes anglophones. Bon, il y en a d'autres qui écoutaient les deux, etc. Je vous fais grâce de ces détails. Cette question-là avait été posée lors des enquêtes précédentes, qui dataient de 2009 et 2004, et l'écoute en français était à peu près du même ordre aussi, en gros de 30% chez les gens immigrants. On les a questionnés aussi sur les quotidiens que ces gens-là lisent. Alors là, la situation est un peu plus reluisante pour les quotidiens d'ici. La moitié choisissent un titre de langue française, mais 30% un titre de langue anglaise. Et dans ce cas-ci, la proportion des gens qui optent pour un journal de langue française était en baisse en 2014. On a fait des travaux qui pourraient inspirer ce qui pourrait à nouveau être fait. On en a fait avec HEC en 1997 et en 2010 avec Serge Proulx et l'UQAM. On pourrait à nouveau, me semble-t-il, définir des projets de recherche pour voir quelle est vraiment l'ampleur du phénomène maintenant, puisqu'on n'a pas de données tout à fait récentes, et surtout essayer de voir les causes. Pourquoi les médias anglophones sont-ils aussi attrayants et plus attrayants auprès de ces gens-là que les médias francophones? Auquel on devrait ajouter une dimension pour essayer d'en tenir compte aussi, mais qui me semble encore plus importante maintenant parce que l'accès aux médias du pays d'origine des immigrants est bien plus facile maintenant qu'il l'était en 2010. Quelle place aussi réserve-t-il aux médias de leur pays pour se maintenir en contact avec l'actualité de leur pays et pouvoir converser aussi avec les familles qu'ils ont là-bas
sur la situation qui prévaut. Troisième question, l'auditoire des quotidiens. On était chanceux au Québec par rapport au reste du Canada. Jusqu'à tout récemment, on réussissait à maintenir un taux de lecture en semaine, en moyenne, autour de 52, 53, 54 des gens qui lisaient au moins une édition d'un journal pendant la semaine. Et on peut penser que le plus souvent, ces gens-là ne lisaient plus qu'une fois par semaine. Or, les dernières données que j'ai dépouillées montrent que ce lectorat serait peut-être un peu à la baisse. C'est ce que montrent les données des 2 dernières années, 2020 et 2021. Mais sur une série chronologique, il y a peut-être parfois une petite baisse, puis ça augmente, puis il y a des marges d'erreur aussi qu'il faut se donner. Donc, la conclusion n'est pas tout à fait négative pour l'instant, mais il se pourrait qu'elle soit à la baisse. Et là où on a un déficit, ce n'est pas chez les gens plus âgés, évidemment. Ils ont pris l'habitude de lire le journal quand ils étaient plus jeunes, ils l'ont gardé. Mais chez les 25-50 ans, qui forment une cible pour les annonceurs, parce qu'il faut aussi que les journaux vivent, c'est le groupe cible le plus important habituellement parce que ces gens-là sont en construction de carrière, des familles achètent, etc., se dotent d'une maison, d'une auto, parce que quand ce n'est pas une deuxième auto, enfin, peu importe. C'est le groupe cible important. La baisse dont je vous ai parlé, elle est présente dans tous les marchés au Québec, Montréal, Québec, Saguenay, Granby, etc. Mais les plus importantes à Sherbrooke et Saguenay, ainsi que dans les milieux qui ne sont pas desservis par un quotidien local. Comme si, pour ces gens-là, l'intérêt de lire un journal qui ne parle pas d'eux diminuait petit à petit. L'une des manières, me semble-t-il, d'éviter la glissade qu'elle se prononce serait d'amener les gens qui lisent un journal la fin de semaine à le lire aussi en semaine, enfin une certaine proportion d'entre eux. Il y a un écart entre ceux qui lisent la semaine, c'est à peu près la moitié de la population, et la fin de semaine, on gagne 23, 24, 25 points. On va chercher jusqu'à 3/4 de l'auditoire potentiel. Or, je vous ai parlé des 25-50 ans. La proportion de lecteurs en semaine est plus faible chez ce groupe-là dans 4 des 6 coops immédiats, donc régionaux, le Nouvelliste, le Quotidien, la Tribune et la Voix de l'Est. À l'opposé, la Gazette, probablement par la lecture des immigrants, dont j'ai parlé tantôt, et le Devoir, parce qu'il séduit des plus jeunes, c'est un produit plus de niche, je dirais, l'actualité est plus fouillée, etc. Eux vont très bien de ce côté-là. Or, le projet de recherche que je vous soumets humblement, c'est d'essayer de mieux comprendre ces phénomènes-là. Pourquoi des gens qui lisent le journal la fin de semaine ne lisent pas en semaine? Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop occupés? Est-ce que c'est parce que le contenu ne leur convient pas? Ils voient des différences entre la fin de semaine et la semaine. On pourrait faire des groupes de discussion d'abord, puis ensuite une enquête auprès de ces gens-là, les 25-49, en se concentrant dans les régions. Trois-Rivières, Saguenay, Sherbrooke et Granby, où le phénomène de lecture le week-end, l'écart entre le week-end et la semaine est plus prononcé qu'ailleurs au Québec. Voilà, c'est un peu petit héritage, parce que moi je le laisse aussi. Là. Florian, lui, ce sera, je ne sais pas, dans quelques années peut-être. Mais moi, je vais cesser de collaborer avec le Centre d'études pour faire autre chose, mais c'est quelques pistes avant de partir. Très apprécié. Là, on note tout ça. De toute façon, on a tout enregistré. Oui. Alors, on a les mains pleines là, pour les prochaines années. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ou en ligne qui souhaiteraient intervenir, poser des questions, interpeller nos invités? Oui, on va vous appeler nos invités, même si vous êtes chez vous. La question que tu poses à la toute fin, Daniel, de la lecture en semaine, le fait que les coops de l'info aient décidé d'arrêter la publication papier la semaine, c'est vrai que ce n'est pas le même effet dans tous les marchés, mais est-ce que ça peut être un facteur? L'écart existait déjà auparavant, okay. Mais effectivement, le lectorat a chuté. Probablement que d'avoir à payer aussi, ce n'est pas que le numérique, d'avoir
abandonner les éditions papier, mais d'aussi exiger que tout le monde paye, alors qu'avant, ce qu'on mettait en ligne était gratuit. Ça représente probablement un frein. Il faudrait voir jusqu'à quel point c'est possible. Mais les gens qui lisent la fin de semaine payent un peu quand même. Oui. Donc, ils sont prêts à débourser un petit peu. Peut-être que ce qu'ils trouvent la fin de semaine aussi, c'est beaucoup des choses très utilitaires. Hein? On se dit que leur intérêt, c'est toujours l'information lourde et significative, mais c'est peut-être aussi de l'utilitaire. Une critique de film, les disques qui viennent de sortir, etc., etc. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se demander, qu'il faut se poser, je pense. Le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, un passé révolu et un avenir incertain. J'aime beaucoup la formule, j'aime beaucoup aussi l'idée derrière ça, de ce premier état de passé révolu et l'avenir incertain, mais en même temps ce A au milieu, et que c'est pas tout à fait révolu, mais c'est pas tout à fait encore incertain. Et il y a quand même des pistes, il y a quand même un certain nombre de choses derrière. Et justement, dans cette transition, moi, dans mes recherches, j'utilise beaucoup l'idée de tension pour dire que ces processus-là, ils sont encore ouverts, ils ne sont pas fermés, mais ils impliquent quand même des réarticulations, des rapports de pouvoir, etc. Donc, je voulais peut-être vous entendre un petit peu plus là-dessus, sur cette conflictualité peut-être qu'il y aurait entre ces deux périodes, ou comment cette transition, elle s'articule comme rapport de pouvoir entre différentes institutions, et puis comment vous, dans le centre de recherche, ça a évolué dans les sujets de recherche, par exemple, ou des choses comme ça. Entre le passé et l'avenir incertain. Oui. Gros chantier. Oui, on pourrait faire une réflexion là-dessus, mais il faut tenir compte dans un travail qu'on a fait avec Olivier, qui l'a présenté ce matin. J'aurais bien voulu venir, mais la COVID, je suis aussi prudent qu'un sioux vis-à-vis de la COVID. Je ne sais pas si je peux dire ça, les sioux vont me réprimander, mais en tout cas, l'expression est là, prudence de sioux. C'est gentil pour les sioux. Mais la dernière phrase du texte, Olivier n'a sûrement pas lu un texte, là, mais la dernière phrase, c'est sur la relève en journalisme. Et on cite Thierry Boitine, notre collègue sur la relève en journalisme, qui a écrit que la relève devrait être un pied dans le passé et une main dans l'innovation. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier le passé. Dans la même étude, là, on a comparé l'attitude des journalistes de 1996 vis-à-vis de la pratique journalistique avec celle des étudiants en journalisme. Et il y a des différences, mais il y a aussi des choses qui restent. Par exemple, la nécessité de l'exactitude dans l'information, c'est aussi fort maintenant que ça l'était en 1996. Alors, il faut garder ce qui reste, parce que c'est fondamental dans bien des cas, mais la technologie, par exemple, change bien des choses, ce qui fait que une des qualités premières du journalisme en 1996, la rapidité dans la transmission de l'information, c'est quasiment maintenant pour les étudiants, et je suis d'accord avec eux, devenu un défaut dans la pratique journalistique, parce que ça va trop vite à cause des réseaux sociaux, parce qu'il y a plein d'inexactitudes, de choses non seulement inexactes, mais incomplètes, ou parce qu'il faut toujours aller plus vite et l'information est partout. Alors, c'était important avant, c'est moins important maintenant parce que c'est devenu négatif. Et ce dont aussi, je pense,
qu'il faut toujours tenir compte, c'est le contexte dans lequel s'exerce le journalisme. Quelles sont les forces dominantes du contexte? Je suis en train là, de faire un travail, je ne sais pas si ça aboutira parce que c'est un travail vraiment de très longue haleine. Il faut que je me dépêche parce que je vais faire comme mes camarades qui nous abandonnent depuis quelques années. Je vais vous abandonner moi aussi. Alors, si je veux finir ça, il faut que j'aille vite, là. Mais là-dedans, on voit, dans ce que je fais, on voit l'importance du contexte. Dans les années, fin des années 50, début des années 60, la Révolution tranquille occupait tout l'espace au Québec. Le journalisme a changé par la force de la Révolution tranquille. Dans les années 70, le syndicalisme a été une force dominante au Québec. Je ne me rappelais pas, mais hier dans Le Devoir, il y avait un article nous le rappelant, l'occupation de la ville de Sept-Îles. Je devrais m'en rappeler, mais je ne me souvenais pas de ça, mais on voit, là, pendant plusieurs jours, la ville a été occupée par les forces syndicales. Ça a eu un impact important sur le journalisme aussi. J'étais au Soleil à ce moment-là, puis je me souviens que les journalistes, pas tous, mais un certain nombre de journalistes étaient sortis pour aller manifester en appui aux 3 chefs syndicaux qui allaient être emprisonnés. Voyez-vous, aujourd'hui, les journalistes allaient manifester parce qu'un chef syndical a eu un problème, ça m'étonnerait. Aujourd'hui, la force dominante, c'est la technologie. Alors, il faut composer avec ça. Là. C'est comme ça qu'il ne faut pas renier le passé. C'est peut-être fort, d'ailleurs, ce que j'ai dit, révolu. Mais les forces actuelles comptent aussi, sont aussi importantes. Et ça, quand je dis que c'est plus du domaine des sciences sociales, je pense que c'est la sociologie ou la science politique qui devrait étudier des trucs comme ça. Moi, j'ai appris je suis un humble journaliste et depuis longtemps que je fréquente des universitaires et j'ai eu la chance de vivre à Laval au moment où il y avait des monuments de la vie universitaire. Alors, j'ai appris énormément de M. Dumont à l'EQRC. Passer une demi-heure avec M. Dumont, c'est apprendre beaucoup de choses. J'ai appris de Vincent Lemieux sur les politiques publiques. Tout ce que j'ai appris de Vincent Lemieux, c'est absolument incroyable. C'est pour ça que j'en arrive à la conclusion que le journalisme, ça doit être proche des sciences sociales. Encore une fois, je parle trop. C'est peut-être plutôt l'inverse qui se produit, en fait, c'est-à-dire que le monde universitaire va de plus en plus vite et fonctionne de plus en plus... Moi, c'est l'impression que j'ai là, des institutions qui sont beaucoup dans la réactivité, dans l'urgence, et on est de moins en moins dans la réflexion et le recul sur Monsieur Dumont, d'ailleurs, s'embarrassait pas des organismes subventionnaires pour faire de la recherche. Il faisait tout seul, sa recherche. Et certains devraient revenir à ça aussi. Mais si je peux me permettre un aparté, le grand combat pour l'université actuellement, c'est le combat contre le projet de loi de Mme McCann. Et j'ai lu hier avec satisfaction, grande joie dans les journaux que les chargés de cours voulaient qu'on laisse mourir au feuilleton comme les recteurs ce projet de loi. Je vous l'ai déjà dit, Colette, hein, je suis hors de moi-même vis-à-vis de la volonté gouvernementale. Je sais que Pierre ne sera pas d'accord avec moi, mais vis-à-vis de la... Ah oui, tu es d'accord avec moi, Pierre? Je suis co-auteur du mémoire de la FQPPU. Oui, mais moi, je pense que l'État ne doit pas se mettre le nez dans le monde des universités. On fera du débat en prenant un café tous les deux, mais mon héros, c'est ton recteur. J'ai même écrit à la rectrice pour lui dire que j'aimerais que la rectrice de mon université ait le même courage que le recteur de l'Université de Montréal. Elle ne m'a pas répondu.
Si on peut revenir aux journalistes, je ne sais pas, Pierre, tu peux venir au micro. Oui. Pierre Trudel. Je veux prendre la balle au... Il s'agit de prendre la balle au bon à propos du statut de Radio-Canada. Il y a le Centre de recherche a déjà même tenu des activités sur l'avenir de Radio-Canada. Je suis un peu inquiet de t'entendre, Florian, admettre comme étant légitime, admettre comme étant compatible avec la liberté de presse et l'idée même de service public, admettre que l'hypothèse du démantèlement d'un radiodiffuseur public national serait suffisamment sérieuse pour qu'elle puisse faire l'objet de recherche. Je me permettrais peut-être de penser que les véritables enjeux de recherche à cet égard-là, c'est d'expliquer et de structurer les raisonnements qui permettraient de défendre la pérennité du service public de radiodiffusion. Notamment dans les pays démocratiques comme l'Allemagne, les artisans, les milieux journalistiques, les citoyens ont réussi à convaincre les tribunaux que les politiciens ne peuvent pas faire n'importe quoi avec le service public de radiodiffusion. Ils ne peuvent pas décider de s'emparer de ça pour le couper en morceaux, comme les néofascistes le préconisent actuellement au Canada, mais dans d'autres pays, c'est la même chose. En Israël, il y a eu des tentatives en Suisse qui ont été fort heureusement rejetées. Mais est-ce que l'enjeu de recherche ne serait pas plutôt de promouvoir un statut de protection constitutionnelle pour le service public de radiodiffusion plutôt que de regarder l'hypothèse de son démantèlement? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tu ne serais pas d'accord avec Poilièvre et que tu contesterais sans doute, là, parce que je sais ce que tu penses. Mais je pense là-dedans qu'il y a à la fois l'enjeu juridique et constitutionnel, ce que tu viens d'expliquer, puis l'enjeu politique aussi. Et il faut probablement se préparer aux deux, là. J'ai l'impression que au Canada anglais, la pensée de Poilièvre va faire beaucoup de chemin et que si jamais, devenu premier ministre, il décide qu'on modifie complètement Radio-Canada, il va avoir beaucoup d'appui. Alors, autant préparer, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu viens de dire du tout, là, mais je pense aussi qu'il faut se demander comment ça marcherait. Et le sens de mon intervention tout à l'heure, c'est que c'est très compliqué de faire ça. Je pense que ça ne marcherait pas indépendamment là, du statut juridique de Radio-Canada. Je pense que concrètement, ça coûterait suffisamment cher pour qu'on recule. C'est-à-dire que pour garder Radio-Canada en éliminant CBC, ça coûterait cher. Mais son discours, il a encore répété à Lévis, la Poilièvre, il y a 3-4 jours. C'est que c'est d'1 milliard de gaspillage. Je ne partage pas ça, là, son discours. Mais quand il dit que c'est 1 milliard de gaspillé pour des gauchistes, ben, à Calgary, ça marche, ça. Et, il faut tenir compte de ça aussi, là. Est-ce qu'on peut poser la question, même en dehors du cadre juridique, du cadre politique, mais regarder de manière très pragmatique et, je dirais, économique le rôle de Radio-Canada dans l'écosystème médiatique? Certains, je vous disais que j'avais croisé notre ami Ken Goldstein au Manitoba, là, qui a une lecture assez particulière, là, qui dit que l'Ouest, en fait, subventionne le service public en proportion du contenu qui est produit. Donc, c'est vraiment l'Ouest qui subventionne Toronto. Ça, c'est pour le réseau anglais. Il n'y a pas de tort, là. Je pense que ces chiffres sont assez convaincants et qui propose de faire de revoir aussi, pas nécessairement démanteler, mais de revoir la structure du diffuseur public pour ne pas parler non plus de radiodiffuseur, parce que la radiodiffusion, ça devient une part de plus en plus étroite là, de l'écosystème, mais pour parler d'un diffuseur public, d'un média public, donc dont le rôle serait essentiellement de produire des contenus audiovisuels, donc des émissions, des podcasts, une plateforme de streaming et de l'information, évidemment, oui,
mais qui ne serait plus, enfin, je répète encore ce que dit Goldstein, qui ne serait plus impliqué dans la production de textes écrits pour le web, parce que ce n'est pas son mandat de faire de l'écrit. Il a commencé à le faire sur Internet, dans les débuts d'Internet, parce qu'il y avait très peu de... Je me souvenez dans le temps qu'on n'arrivait jamais à faire partir une vidéo de Radio-Canada parce que ça bloquait tout le temps. Donc, est-ce que ça serait ça? Ça, ce sont des hypothèses, mais est-ce qu'on pourrait revoir le rôle de Radio-Canada ou la place de Radio-Canada dans l'écosystème sans parler de démantèlement et sans brandir l'épouvantail de Poilièvre, mais en parlant de manière, je dirais, un peu plus pragmatique? Ben, moi, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas toucher à Radio-Canada sur Internet et au texte écrit. Je trouve que, personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs sites de nouvelles qui existent, le site de Radio-Canada. Alors, à mon avis, il ne faut pas toucher à ça. Mais c'est certain qu'il y a un problème. Radio-Canada reste encore... Et le problème, Pierre, existait quand on a fait nos travaux il y a 35 ans. Radio-Canada, c'est un grand succès, mais CBC, il y a de moins en moins de gens qui regardent ça. Alors, c'est pour ça que je dis que politiquement, le discours autour de CBC est facile à tenir. Vous dites 1 milliard pour, je ne sais pas, 5% de l'auditoire. Et alors que le broadcasting, dans quelques années, qu'est-ce que ça va être, le broadcasting? Je ne sais pas. Daniel a beaucoup parlé de la difficulté des journaux, mais les réseaux de télévision aussi ont des problèmes. Ce n'est pas ce que c'était auparavant, les réseaux de télévision. Alors, la question, c'est quelle est la meilleure façon pour l'État de garder un service public dans le monde des médias. Parce que le service public dans le monde des médias, c'est l'élément principal qui distingue le Canada des États-Unis, à mon avis. Et il y a le système de santé. À partir du moment où on a dit ça, c'est bien à ce moment-là de trouver, comme le souhaite Pierre, des arguments pour défendre le concept de service public. Mais comment réaliser le concept de service public? C'est peut-être par radiocanada.ca, c'est peut-être un des éléments majeurs du concept de service public radiocanada.ca. Mais si on détruit la télévision, l'alimentation en information de qualité de radiocanada.ca ne sera plus la même. Parce que si c'est bon radiocanada.ca, c'est parce qu'il y a des nouvelles à la radio de Radio-Canada, à la télévision de Radio-Canada, qui sont reprises par une équipe pour faire Internet.ca, pour faire radiocanada.ca sur Internet. Alors, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, il faut faire attention parce que si on élimine une carte du château de cartes, ça peut créer un gros problème. Mais Pierre, on arrive toujours à régler nos différends. Oui, j'ai l'impression que Pierre est satisfait de cette réponse. Je vais la poursuivre, la discussion, parce que moi, je suis un ancien journaliste du service public français, donc... Tu te sens concerné? Ben oui, je me sens concerné. Il s'est passé la même chose, hein, quand Sarkozy est arrivé au pouvoir. Il y a eu une tentative, on le savait avant, en plus, que s'il était élu, il avait menacé tout le monde un soir de campagne à la télévision, pas à la télévision, mais dans les couloirs. Puis il avait dit aux journalistes qui entouraient ce soir-là, il avait dit « Vous allez voir, si on passe au pouvoir, ça va se changer ici ». On savait à quoi s'en tenir. Effectivement, ça a été très rapide. De 2007, il a annoncé la fin de la convention collective de tous les travailleurs en fait, de France Télévisions. Donc, ça concernait beaucoup de... Et il y a eu une restructuration qui a duré 3 ans de négociation, voire 4 ans. Bref. Il y a la Suisse dont Pierre parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a eu une tentative, mais qui était un peu avortée parce que grâce à leur système fédéral, en fait, parce qu'ils ne se sont pas entendus. Et par rapport à ce que tu disais, Colette, est-ce qu'on peut le regarder? Je ne suis pas sûr qu'on puisse le regarder d'un point de vue pragmatique, justement. J'ai l'impression que c'est là parce qu'on est en train de différencier ce qui se passe entre CBC et Radio-Canada. Donc, il y a vraiment des approches culturelles qui diffèrent, en fait, des approches socio-culturelles qui vont faire qu'un média public a peut-être plus d'intérêt à vivre ou plus de chances
ou plus de prises, puis ça dépend comment il va être géré également. Là, France Télévisions, par exemple, moi, j'y travaille plus depuis 10 ans, mais j'ai gardé contact avec mes collègues. Ça n'a jamais été aussi bien sur le plan de l'audience, justement, depuis qu'ils ont développé des nouveaux canaux, le web, etc., etc. Ça marche très, très bien. Donc, et personne pariait là-dessus. Hein. Tout le monde disait, bah, c'est foutu, les stations régionales de France 3, il faut les fermer, il y en a beaucoup trop, etc. Mais il y a eu une restructuration, mais ça s'est fait aussi... Alors, je ne pense pas pas tellement en concertation avec les salariés, CF, les partenaires sociaux, syndicats, etc. Mais il y a eu peut-être un petit peu plus d'attention portée aux potentialités du public. Donc, c'est un appel du pied à Daniel. Est-ce qu'il faudrait regarder, est-ce qu'il y a des potentialités justement à Radio-Canada ou à CBC? Parce qu'il y a des reports. Moi, j'ai l'impression plutôt que Radio-Canada remplit plutôt bien sa mission, à la fois de service public et de journaliste, mais à la fois aussi son mandat de média et de production culturelle. Après, c'est des partis pris. CBC, je m'y intéresse beaucoup moins, donc j'ai du mal à le voir. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ce qu'on dit selon les provinces? C'est 5% de... Il n'y a rien? Je ne sais pas exactement. Mais en fait, c'est la concurrence des médias américains. Ouais. Ils sont pris avec ça. Radio-Canada fait un excellent travail, beaucoup d'innovation, beaucoup de contenu. Mais je ne voulais pas dire qu'on devait enlever Radio-Canada du web. Hein. Je pense que je me faisais un peu l'avocat du diable, sans appeler Ken Goldstein le diable. Mais CBC est pris avec une réalité... Mais si c'est ça, on voit très bien que c'est un problème. Le pragmatisme ne marche pas là-dedans. Il y a vraiment une donnée culturelle, il y a tout un ensemble de données culturelles dont il faut tenir compte. C'est-à-dire qu'un média public dans une culture peut fonctionner ou pas avec les supports qui vont avec. Alors qu'à côté, une même politique ne va pas marcher dans une autre culture. C'est surtout ça ce que je vois, moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Mais le problème de Radio-Canada, si je le décode correctement, c'est que Radio-Canada s'impose en anglais, s'impose la production et la diffusion d'émissions canadiennes, ce qui est conforme à son mandat, très conforme, mais il est en concurrence avec des produits américains qui sont repris par CTV Global, qui vont chercher de l'auditoire et qui drainent en même temps les auditoires pour les bulletins d'information de CTV, de Global, etc., et drainent des ressources financières. Alors, c'est la différence entre le Canada anglais, CBC, et au Québec. Québec, on mise aussi sur Radio-Canada sur des productions d'ici, mais il y a tout un star system et bien moins de concurrence des produits américains, même s'ils entrent maintenant avec Netflix et tous les autres. Alors ici, on est quand même, Radio-Canada, ses parts de marché même augmentent un peu, mais au Canada anglais, c'est la catastrophe. Et autant pour la radio que pour la télé? Ça va bien. Oui, la radio, ça va mieux. CBC Radio. Oui. Très bien, très bien. Mais ici, la radio de Radio-Canada aussi monte encore. Oui. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. C'est bien. un peu ce qui s'est passé. C'est pas un peu ce qui s'est passé pour NPR aux États-Unis? Parce que j'ai vu, je suis tombé il y a quelques mois sur NPR, la radio publique américaine, qui marche dans certains États, parce qu'en fait, il y a une régionalisation de leur programme. Oui. Et en fait, ce qu'ils constatent, c'est que plus ils ont régionalisé, mieux ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'il y avait moins de... Donc, ils font de la culture, ils font très peu d'informations, NPR. Mais ils en font. Oui, ils en font, mais ils font de l'information nationale, ils ne font pas de l'information régionale. Ils en font un petit peu dans les grandes villes, par exemple dans l'Illinois ou des choses comme ça, mais pour Chicago, mais dès qu'on tombe dans le Nebraska, là, il n'y a plus de régional. Mais là où ils avaient justement des moyens, ils ont recentré leur programmation culturelle notamment, et enfin médiatique en général, on va dire, ils ont recentré sur la région, par État parfois, et c'est visiblement ce qui leur a permis de se relancer et puis de ne pas trop ramer derrière les annonceurs, etc. etc. Donc, je sais pas, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de télévision de service public en revanche aux États-Unis, il n'y a plus rien. NPR, c'est un peu comme le modèle de PBS en termes de financement. C'est pas vraiment comparable à Radio-Canada. Non. C'est pas comparable. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas d'argent du fédéral. À cause de l'argent public. Et c'est pas l'argent, ou en tout cas, je suis un mais il fonctionne beaucoup plus aux États-Unis avec l'appui des auditeurs. Oui.
campagnes publiques de financement. Et des commandites des universités, des collèges. Mais d'accord. Ça a toujours eu, toujours, je ne sais pas, mais depuis longtemps, NPR, ça a du succès auprès d'un milieu culturel et intellectuel. Et c'est de la bonne radio, NPR. D'ailleurs, souvent, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais ils diffusaient les émissions de CBC sur NPR. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Non. On a fait le tour de questions. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup. On a vraiment beaucoup apprécié vos interventions. Arrêtez d'être modeste. Là. Merci de nous avoir invités. Ben, c'était avec grand plaisir. On vous remercie aussi d'avoir bravé votre peur de la COVID pour vous joindre à nous et de vous libérer. J'en ai peur. C'est pas moi qui ai inventé la formule, c'est un de mes amis, mais j'ai peur de la COVID comme nos ancêtres avaient peur des loups. Donc, je vous remercie encore une fois. Je remercie notre assistante et tous les participants aujourd'hui. Je vous invite à nous retrouver demain matin, encore à 8h15. On aura la conférence de Romain Badouard de Paris qui va nous parler de la régulation des plateformes et de la désinformation. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.